Saint-Germain s'étend un célèbre désert semi-aride réputé pour ses conditions climatiques extrêmes. Je suis venue ici comprendre comment la vie parvient à s'épanouir dans un milieu aussi exigeant. Le vivant a su développer des stratégies de survie et des alliances étonnantes. Bienvenue dans les grands déserts du Kalahari. Moi, c'est Martha. Je suis biologiste et photographe. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique du Sud et plus précisément à l'endroit le plus sec du pays. Je vous amène à la rencontre de celles et ceux qui travaillent au cœur de la savane et des dunes pour essayer de percer les secrets du monde vivant qui nous entoure, ceux des génies de la nature. Je commence mon périple avec Kelly, qui travaille sur une espèce emblématique du Kalahari que tout le monde adore, croit connaître, mais qui cache bien son jeu. Et tu vas toujours au boulot en fat bike? Oui, nous utilisons souvent les vélos pour aller visiter les différentes colonies. Ça nous permet d'éviter de prendre la voiture, surtout si elles sont à proximité. But it's now or... Oui, c'est juste à côté, à environ une centaine de mètres. 100 meters? Ok. On y est presque. Ah, il y en a un là-bas, je le vois. Ok, donc lui, c'est le premier qui se réveille. Il est en train de se dire « Je ne sais pas si je suis tout à fait prêt à me réveiller pour le moment. » Il sort toujours à la même heure? Ils se réveillent en fonction du soleil. Si le temps est nuageux, les suricates peuvent se lever plus tard. Mais si c'est une belle journée ensoleillée comme aujourd'hui, ils se réveillent à peu près à l'heure où les rayons du soleil frappent l'entrée du terrier. Nous les pesons le matin afin de pouvoir mesurer leur capacité à se nourrir. Et nous les pesons aussi au déjeuner et le soir. Ça nous permet d'observer les variations de poids tout au long de la journée. Gold Diggers. Gold Diggers, oui. C'est le nom de la colonie? Oui, nous donnons des noms à chaque groupe pour pouvoir les identifier. Et actuellement, nous sommes avec les Gold Diggers, avec la femelle dominante appelée Golden Eye. Ils ont le ventre un peu plus foncé, c'est pour absorber le soleil quand ils se mettent comme ça à la verticale? Oui, ils ont moins de fourrure ici aussi et cela va aider avec le soleil. C'est comme leur propre petit panneau solaire. Et on voit quand ils se lèvent comme ça, ils utilisent leur queue comme entre-pied? Oui, tu peux voir qu'ils utilisent leur queue pour porter une partie de leur poids quand ils se lèvent. Comme tu vois, dans notre groupe, nous avons un couple dominant. La femelle dominante est celle qui porte habituellement le collier radio. C'est elle qui a les petits et c'est elle qui mène le groupe la plupart du temps. C'est un peu comme une famille. Les suricates peuvent avoir beaucoup de drames dans leur groupe. Il y avait 3 femelles adultes qui faisaient partie du groupe et qui ont été expulsées par GoldenEye. Elles ont recommencé à traîner dans le coin pour tenter de réintégrer le groupe. Nous verrons si elle accepte qu'elles reviennent. J'ai besoin que certains d'entre vous sortent de là. Merci. Merci. Right shoulder. En utilisant un peu d'œuf. Une fois qu'ils sortent de leur terrier, on commence le processus d'habituation. Il l'utilise comme chaise, quoi. Chaque suricate semble avoir sa propre personnalité. Et on voit des préférences et des comportements différents. On voit donc que certains individus préfèrent faire office de garde, tandis que d'autres préfèrent faire du babysitting. Chacun a un rôle à jouer et cela contribue beaucoup à la survie du groupe. Ici, nous avons notre femelle dominante, qui est généralement assez grosse. Elle pèse 726 grammes. Ça va. Am I boring you, Peanut?
Les suricates ont quitté le terrier en quête de nourriture. Nous allons commencer nos observations et collecter les données comportementales ici. Ça, c'est Captain Patel. Il est de garde. Est-ce que c'est toujours le même qui surveille ou ils font des quarts? Comment ça se passe? Ils se relaient pour que tout le monde puisse chercher de la nourriture. Mais certains suricates préfèrent surveiller. Et Captain Patel est notre garde vedette, ici, chez les Gold Diggers. Il prend le temps de s'assurer qu'il n'y a pas de prédateurs dans les parages. Et il essaye de trouver un point relativement haut. Ils aiment être le plus haut possible car les suricates ne sont pas très grands. Ils doivent se méfier d'un grand nombre de prédateurs, donc divers rapaces, faucons des prairies, aigles martiaux, tout ce qui pourrait trouver que le suricate est un bon petit casse-croûte. Et puis au sol, ils sont à l'affût des chacals, des caracals, des chats sauvages d'Afrique, mais aussi des renards. Ils sont pleins de prédateurs. Mais même avec leur système de surveillance, j'ai lu que 25% des suricates se font tuer par un prédateur. Ouais, même avec ce système génial, ils se font quand même dévorer. Ah, je vais pouvoir récolter de la matière fécale. Ah, super. Ok, donc ils m'utilisent comme tour d'observation. Captain Patel fait son tour de garde. Les suricates ont une très bonne vue sur les objets éloignés. Ils peuvent voir quelque chose bien avant nous. Et il y a même quelques fois où ils donnent l'alerte. Moi, je regarde le ciel et je ne vois rien. Et là, tout d'un coup, il y a la silhouette de quelque chose qui vole dans le ciel et ils l'ont déjà remarqué. Le soleil nous fait mal aux yeux, mais les suricates sont également adaptés à cette situation. Ils ont des cercles sombres autour des yeux qui fonctionnent presque comme des lunettes de soleil. Ils réduisent l'éblouissement pour les aider à voir les prédateurs qui sont à une distance lointaine. Ça bien les griffes quand même. Et le petit son qu'on entend là, ça veut dire tout va bien, il n'a pas de prédateurs. Oui, il nous donne une idée très précise de ce qu'est un appel de détresse. Il s'agit essentiellement des vocalisations qui permettent au groupe de savoir qu'il n'y a pas de danger pour le moment. Ils peuvent se détendre en toute sécurité. Et s'il y a un prédateur dans les parages, ils ont des vocalisations différentes pour les prédateurs aériens, donc dans le ciel, ou pour les prédateurs terrestres, au sol. Et ils ont des sons différents en fonction de l'urgence. Il y a donc 3 types d'urgence, faible, moyenne et forte. Ok. Qu'est-ce qu'ils aiment manger? Je les vois qu'ils creusent. Ils cherchent quoi? Des larves d'insectes? De quoi? Oui, ils cherchent surtout des insectes. Une des choses qu'ils préféreraient trouver, ce serait un scorpion, et ils y sont préparés. Ils sont adaptés pour manger des scorpions, et c'est l'une de leurs friandises préférées. Comme tu peux le voir ici, un de nos suricates a un gros mille-pattes. Les mille-pattes ont une défense chimique qui leur donne un goût pas très bon. Ils ont donc tendance à creuser et à frotter le mille-pattes dans le sable avant de le manger. Combien il y en a? Il y en a 3. Il reste toute la journée ici. Ils peuvent passer toute la journée à faire du babysitting, mais cela dépend de l'individu. Parfois, ils se relaient. Et n'importe quel individu de la colonie va faire ça? Ou il y a certaines qui ont vraiment ce rôle? N'importe quel individu peut faire du babysitting, mais parfois certains ont tendance à le faire plus que d'autres. Et généralement, la femelle dominante ne fait pas de babysitting parce qu'elle doit se nourrir pour obtenir de l'énergie pour allaiter les petits. Les oreilles.
Donc elle, c'est la femelle dominante, c'est ça? She is 758. Elle fait 758, donc 758 grammes maintenant. Good job, Cleopatra. Bien joué. She's around 700 Elle faisait environ 700 et quelques grammes and some jusqu'à ce qu'elle grams, atteigne so 758. She is now 758. Donc 58 grammes d'insectes, de larves, de scorpions. Ok, est-ce que c'est Finding lots of beaucoup? things, so she Ouais, j'ai l'impression que la chasse a été bonne aujourd'hui. today. Yeah, so right now we're very lucky that Nous avons la chance que ces groupes vivent une période de paix. Tout le monde s'entend bien, tout le monde se porte bien. Mais il y a des moments où la dominante a tendance à être plus agressive et peut expulser des autres membres du groupe, ou un autre membre peut vouloir se battre avec un autre mâle pour la domination. Il peut l'expulser ou il peut simplement y avoir des blessures infligées par les uns et les autres. Une famille complexe avec tous les côtés un peu compliqués des batailles, des conflits, mais ils ont un côté quand même très bienveillant, altruiste et coopératif. Donc comme toutes les bonnes familles, ils ont du beau et du bon et du mauvais. Que ça montre que la coopération, c'est une bonne stratégie pour survivre dans les Kalahari. Et l'eau aussi. Hailey me propose de rejoindre Nicolas dans un laboratoire un peu spécial où une équipe étudie l'un des animaux le plus étrange du Kalahari. not a lot of people get to know. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent cet endroit. Toute seule? Ah oui, j'attendais pas un labo comme ça au milieu du Salut, désert. comment ça va? Salut. Et ben- c'est quoi que vous étudiez ici? Alors ici, on étudie les rats taupes du Dammarland. Alors c'est une petite espèce qui ressemble à un rat, mais aussi à une taupe, mais qui est ni un rat ni une taupe. Les rats taupes ne sortent jamais des terres. C'est exceptionnel de pouvoir les voir. Énorme patent. Mais la tête! Je peux en prendre un? Oui, vas-y. Du coup, comment Alors on je te fait? conseille de prendre par la queue, Ok. mais eux, J'ai un peu peur. mais c'est une famille assez gentille. Ils nous regardent tous avec les dents ouvertes. Ah, ils vont pas te mordre. Hein. Non? Tu sais, c'est un peu comme les jeux dans la fête foraine. Ouais, c'est ça, c'est trop ça. Il faut vraiment timer. Les... Ah. Ouais. Allez, Waouh. Oh, il est trop beau. Regarde avec la bouche ouverte. Oui, et chaque tâche est différente Oui, aussi. c'est hein. ça. Ils se reconnaissent avec ça? Non, parce qu'ils Non, ils se reconnaissent pas avec ça, ils se vue. reconnaissent avec l'odeur. L'odeur, j'imagine. Et justement, ce qui est assez impressionnant avec ces petites bêtes, c'est que ça a vraiment le fonctionnement d'une abeille au final. C'est ce qu'on appelle une espèce eusociale. C'est-à-dire qu'au niveau de la sociologie, il y a vraiment une reine et un roi, et ce sont les seuls à pouvoir se reproduire. Ok, c'est un peu comme les suricates, mais plus strict encore. Encore plus strict, oui, largement plus strict. Voilà. Et du coup, ils se nourrissent sous terre et tout, quoi. De racines, Ok. de racines surtout. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'une des théories pourquoi ils ont décidé de devenir eusociales, c'est justement parce que dans le Kalahari, c'est très difficile de trouver de la nourriture, alors que justement, si on a un petit individu tout seul qui essaie de trouver de la nourriture, il a une chance énorme de mourir, tout simplement de faim, parce qu'il n'aura pas trouvé la nourriture qu'il faut. Et justement, vu qu'ils vivent tous ensemble, eh ben, ils vont pouvoir avoir plusieurs opportunités de pouvoir créer plusieurs tunnels et pouvoir justement trouver des racines un peu partout. On a l'une des plus vieilles femelles qu'on a ici. Ah oui, elle est toute blanche. C'est pour ça que vous savez que c'est la plus vieille? Oui, exactement, toute Ok. blanche. Donc elle date d'avant le laboratoire, au moins, et elle a au moins une dizaine d'années. Ah oui, ok. Ça, c'est vieux pour Oui, un oui, rat c'est taupe. ça. Et ce qui est assez drôle, pas c'est mal. donc la reine de sa famille, mais elle peut plus se reproduire. Mais elle reste la reine. Elle reste là. Exactement. C'est elle qui continue à donner un peu les ordres. C'est ça, ou- exact. Oh, c'est vraiment une espèce improbable. Oui, c'est ça. On sait qu'ils sont sous nos pieds, en fait, mais Et on juste- les voit jamais. Waouh. Et c'est exceptionnel pour des mammifères parce que les reines et les rois, ils ont des appareils génitaux différents des autres, au final. Ah, ok. Justement, les mâles Ils sont subordonnés censés vont avoir reproduire. leur sexe caché dans une espèce pas de cage, mais au final une espèce de tissu qui va protéger et les empêcher de se reproduire. Ouais, donc ils sont morphologiquement faits pour se reproduire Oui. en mode coopératif. C'est ça, exactement. Elle a un odorat très développé et une ouïe aussi très très développée. Et justement, c'est ce qu'il faut sous terre, quoi. Et ils ont tout le temps les dents en dehors de la bouche. Tout le temps.
Et ce qui est assez drôle, c'est que justement, il y a ces 2 dents là, mais il y en a aussi une rangée d'autres qui se trouvent à l'intérieur et qui sont assez difficiles à voir. Et justement, c'est ces dents qu'ils utilisent un petit peu pour excavater le sable et justement pouvoir construire leur colonie. C'est pour ça que Ils justement... font tout avec les dents, en fait. Mm. Ouais. Non, c'est assez impressionnant comme petite posture. Hop, allez, au revoir, petite madame. Tu t'es déjà fait niaquer? Ouais, ça fait un peu mal, ça saigne bien. Ok, bah, je vais te laisser travailler. Ça marche, bah, écoute, Parce que avec je pense plaisir. qu'il y a du boulot, je vais continuer. Bousier, c'est le petit super-héros du Kalahari, c'est vraiment le jardinier. Donc là, il est en train de transporter sa petite boule d'excréments. Et c'est son obsession dans la vie, c'est vraiment les excréments des autres animaux et les enterrer. Donc vraiment, grâce à cette action, il fertilise tout le sol du Kalahari. Et pour se repérer, il utilise le soleil pendant la journée et la nuit, il est capable d'utiliser la lumière polarisante de la Lune. Mais quand il n'a pas de Lune, il fait comment? Les scientifiques, ils ont découvert récemment qu'il utilise carrément la Voie lactée. Il se repère grâce aux étoiles. Là, on arrive à Benfontein, c'est une réserve un peu plus au sud où Marta Marmelo et toute une équipe de chercheurs travaillent sur un tout petit oiseau, un petit tisserand, qui lui, il a plutôt choisi la vie en communauté. Et grâce à la coopération entre tous les individus, ils arrivent à faire les plus grands nids au monde. 28. Je pense que ça va être par là. On a un point GPS, mais au milieu de la pampa. Ah oui, c'est là, je la vois. C'est pas mal pour regarder le lever du jour, là. C'est ça que tu regardes? Donc c'est une colonie de républicains sociaux, l'une de nos plus grandes. C'est fou de se dire que ce qui ressemble à un amas d'herbes sèches est en vrai un des nids les plus complexes jamais construits par des oiseaux. Ces structures peuvent survivre pendant des décennies et ont hébergé des générations d'oiseaux. Et pourquoi ils ont besoin de faire des nids si gros en vrai? C'est une très bonne question. D'abord parce qu'il y a probablement de grands groupes. Ils veulent donc que tout le monde reste ensemble. Mais c'est surtout parce que ces structures donnent aux républicains sociaux la possibilité de réguler les températures, parce que dans le Kalahari, il peut faire très chaud ou très froid, tandis qu'à l'intérieur, la température est toujours la même. Ouais, c'est carrément un bâtiment climatisé naturellement. J'imagine qu'ils ne sont pas là. Hein? Non, ils ne sont pas là pour l'instant. Ils sont à la recherche de nourriture. Okay, donc ça, ce sont les chambres. Il s'agit de nids dans le nid. Non, ils ont carrément des matériaux de construction différents. Donc ça fait les structures. On voit c'est plus épais, plus résistant. Après, il y a 7 petites branches qui sont plus pour faire l'intérieur des chambres. Et après, il y a carrément des plumes qui sont pour faire tout ce qui est le lit, quoi. Nous allons maintenant voir si les oiseaux construisent beaucoup. Ah oui, on les voit bien d'ici. Elles servent à quoi ces petites étiquettes jaunes? Qu'est-ce qu'elles indiquent? Ces étiquettes nous aident à savoir dans quelle chambre les oiseaux entrent pour se reposer. Ah, on a une belle vue en tout cas, c'est sûr. Et ici, ils n'ont pas peur. Non, ils n'ont pas peur. C'est parfait. Ils arrivent, non? Et qu'est-ce que tu regardes exactement alors sur leur comportement? Premièrement, le comportement relatif à la construction. Nous avons besoin de comprendre qui construit en premier en regardant les couleurs de ces bagues. Nous voyons d'où ils rapportent les brindilles, parce qu'il est plus laborieux de ramener une brindille de loin que juste en dessous du nid. Aussi, nous regardons la taille de la brindille lorsqu'ils construisent l'extérieur, car les républicains sociaux sont les seuls tisserands qui clippent les brindilles pour les faire tenir.
Oh, c'est fou que ça tienne juste avec de la friction. Ils font un bon travail. Ce sont des architectes incroyables. Est-ce que certains individus de la communauté sont des architectes et ils apprennent aux autres comment construire ou tout le monde participe un peu de la même façon? Nous ne savons pas s'ils se transmettent les savoirs. Nous savons que les mâles semblent travailler davantage sur la structure que les femelles et que les femelles et les mâles construisent ensemble la chambre. Mais nous essayons de comprendre si des individus construisent plus que d'autres. De cette façon, nous déterminons s'ils font plutôt des tâches individuelles ou collectives. Ok. En vrai, tout le monde participe un tout petit peu aux tâches communes. C'est un peu comme la taxe de copropriété, on pourrait dire, non? C'est ce que nous pensons, mais nous cherchons à comprendre si tout le monde coopère ou s'il y a certains individus plus enclins à le faire et d'autres plus égoïstes. Il s'agit d'un véritable faucon pygmée. Il est empaillé. Oh non! Elle fait trop peur. Mais les républicains y croient. Ils y croient à ça? Ils donnent souvent l'alerte quand ils le voient. C'est donc une bonne chose. Je crois que c'est un vrai prédateur. Pourquoi la cacher? Au cas où les tisserands viennent Tony avant que je ne commence le test, ils ne le voient pas et donc ne réagissent pas. Ils ne doivent pas s'habituer au fait qu'il y a un faucon pygmée ici tout le temps, car sinon ils cesseront d'y croire. Quand les républicains vont arriver, je vais dévoiler le faucon pygmée et on va observer. Nous essayons de comprendre si les républicains coopèrent dans la défense du nid contre un prédateur commun. Car le faucon pygmée peut aller à l'intérieur de la colonie et occuper les chambres qu'utilisent les républicains. Et parfois, il attaque les poussins et les œufs. Ok, donc moi j'ai toujours pensé que les tisserands, ils acceptaient le faucon pygmée parce qu'ils les défendaient d'autres prédateurs comme les cobras. Donc cette histoire, elle n'est pas vraie. Il y a une part de vérité dans cette affirmation, car dans les colonies où se trouvent les faucons pygmées, il y a moins de prédation de la part des serpents. Mais c'est vrai qu'il y a toujours le même niveau de prédation. On pense donc que les faucons pygmées sont également prédateurs des poussins de républicains. Ah ouais. Donc ils squattent leur nid, ils mangent les poussins. Donc oui, en vrai, ils sont pas très bienvenus. C'est pour ça qu'ils ne les aiment pas du tout. Et voilà, le faucon pygmée est opérationnel. Lorsque les oiseaux découvrent le faucon, ils se précipitent hors du nid en poussant des cris pour l'effrayer. Nous savons donc que les individus qui se rapprochent sont ceux qui sont les plus agressifs et les plus audacieux et qui vont prendre le plus grand risque pour arrêter le prédateur. Nous pensons que la coopération est un trait de personnalité. Ok, ça a vraiment pris 3 minutes pour qu'ils se rendent compte que c'était un faux? Oui, ils sont très intelligents. Et s'ils voient que le prédateur ne bouge pas et qu'il ne fait rien, ou s'il fait des mouvements lents, ils se rendent compte qu'il n'est pas réel et se désintéressent. De vivre en communauté, c'est un vrai avantage parce que d'un côté, ils partagent toutes les tâches ménagères, la construction, mais en plus, c'est l'avantage du nombre pour pouvoir défendre la colonie en soi. Martha me montre une dernière expérience, un site de nourrissage avec des mangeoires qui lui permet d'étudier l'importance de l'altruisme chez les républicains sociaux. Avec ces données, qu'est-ce que vous allez apprendre sur ces oiseaux? Ces données nous permettent donc de comprendre les associations pour la recherche de nourriture. Qui mange avec qui et avec qui ils sont les plus proches et quels individus de la colonie ils choisissent pour se nourrir. Les oiseaux font preuve d'une grande vigilance lors de la recherche de nourriture. Nous savons donc que, naturellement, pendant qu'ils mangent, ils lèvent la tête. Et on voit le même comportement ici, à la station de nourrissage. Donc on peut voir quels sont les individus les plus vigilants et s'ils le sont pour l'ensemble du groupe ou non. Mais il est vrai que certains individus peuvent être plus vigilants que d'autres.
Et ces derniers ont tendance à contribuer plus au groupe que d'autres individus. C'est donc intéressant à voir. Ok. Est-ce qu'ils sont plus populaires, c'est qui aident les autres? C'est ce que nous essayons de savoir, si les individus les plus vigilants sont plus prisés en tant que partenaires sociaux. Nous n'avons toujours pas la réponse, mais c'est une excellente question. Mais tu as un pressentiment? Oui, je le crois. Si j'étais un oiseau, je choisirais un individu qui est plus efficace et plus vigilant pour que je puisse me détendre et manger tranquillement. Nous pouvons donc maintenant laisser les machines collecter les données et laisser les oiseaux manger. Pour terminer la journée, on rejoint Justin, qui étudie la reproduction coopérative des républicains sociaux. C'est mignon. Enchanté de te rencontrer aussi. Oh, c'est chouette de les voir de si près. Et qui habitent dans chacune des chambres. Pendant la saison de reproduction, en été, lorsqu'il y a des œufs, il y a les parents, le couple reproducteur, le mâle et la femelle, et peut-être aussi des auxiliaires qui les aident à élever les œufs. Eux, ils n'ont pas de petits, ils ne se reproduisent pas. Pas à ce stade. Peut-être ils n'ont pas l'âge approprié. Donc ils C'est aident. la famille qui s'entraide et autour, ils ont le voisinage avec qui ils vont s'aider aussi de temps en temps, mais moins fréquemment, quoi. Donc, vous utilisez ce miroir? Le nid est incliné par rapport à l'entrée. Et il y a un côté plat où il y aura les œufs. Il s'agit donc de suivre le plafond avec ça. Ah, ok. Du coup, vous pouvez voir là, que le côté est plat. Ok. So now, for instance. Ah, yeah, c'est pas évident. Ok, ce côté-là. Ok. Là, par exemple, je devrais voir s'il a des œufs. Ah, cool. Il y a 2 petits œufs. Ah, génial. Et c'est pas un problème si je les touche? Non, non, il n'y a pas de problème. Juste délicatement. Mais I do it. Et je le fais. Et, oh, ils sont tout petits. They're tiny. Wow. Ils sont super délicats. Il y en a 2. Il y en a généralement entre 1 et 3, parfois 4 ou 5. Mais 2 à 3, c'est une bonne moyenne. Donc vous connaissez chaque individu dès la naissance, même avant la naissance jusqu'à l'âge adulte et même jusqu'à la mort. Ok. Oui. Je vais prendre ça en note et on va continuer à vérifier le reste. 15. Numéro 15. Encore 20 autres à vérifier. C'était vraiment super. Merci. Et bon courage pour la suite. Vous avez du boulot encore. Ça y est, ils arrivent à Tsoalo. Tout ce qu'on a devant nous, ce sont des anciennes terres d'élevage qui ont été réensauvagées et qui abritent aujourd'hui plein d'espèces emblématiques du Kalahari. Cette réserve est un laboratoire pour des scientifiques d'horizons très différents et je vais avoir la chance de suivre certains sur le terrain. Et c'est avec Wendy que je commence mon aventure à Tsoalo. Elle étudie depuis 10 ans un animal mythique du Kalahari, le pangolin. Cet étrange mammifère nocturne dort le jour dans son terrier et il devient actif à la tombée de la nuit. Ouais, c'était pas facile, mais on l'a finalement trouvé. Et c'est génial parce qu'il a encore un peu de lumière. Donc on a pu vraiment le voir très bien, voir toute sa tête de près, son museau comme ça, ses oreilles. C'est vraiment un des animaux les plus incroyables que j'ai jamais vus. C'est génial. On entend le bruit de ses écailles. C'est comme une armure en fait, on dirait comme des coquilles au son.
réussi à vivre pendant 80 millions d'années et aujourd'hui, ils sont en danger d'extinction. Oui, historiquement, ils ont dû subir de nombreuses fluctuations environnementales. Mais le fait qu'ils utilisent des terriers est une très bonne stratégie pour faire face aux changements environnementaux. Malheureusement, ils sont de plus en plus impactés par le poids des activités humaines. C'est quoi une nuit normale chez un pangolin? En fait, ils sont assez ennuyeux. Ils ne font pas grand-chose. Ils marchent et ils mangent, et ils marchent et ils mangent. Ils font cela pendant 6 ou 8 heures chaque nuit. Et quand ils mangent, ils creusent. Ça dépend de quelles espèces ils cherchent. Ils creusent aussi à la base des arbres et arrachent l'écorce. Ah oui, ils déplacent vraiment beaucoup de sable. Oh, c'est énorme. Là, je peux voir ces pattes. Ils ont des ongles vraiment. Oui, c'est magnifique. Ils sont faits pour creuser, j'imagine. Exactement, exactement. Très pointues, très longues. Nous essayons de comprendre comment ils survivent dans cet environnement, en particulier dans ce type d'environnement très aride. Et savoir ce qu'ils mangent et en quelle quantité, c'est très important pour comprendre comment ils survivent dans cet écosystème. Est-ce qu'ils régulent aussi les populations de fourmis? On pense que oui, mais on doit continuer à les étudier pour comprendre leur rôle. L'une des théories est qu'ils permettent de réguler les populations de fourmis. Ils participent au grand cycle des nutriments. C'est donc l'un des rôles qu'ils jouent, alimenter ce cycle. Tout ce qu'ils mangent finit par ressortir. Les nutriments sont ainsi répartis dans tout l'écosystème. Là, elle vient de partir, mais il y a encore plein de fourmis. Pourquoi elle finit pas juste de manger toutes les fourmis? Si tu imagines avoir devant toi un bol plein de céréales, il est très facile de les manger les unes après les autres. Mais plus tu en manges, moins il y en a dans le bol. Et il est donc de plus en plus difficile de les attraper. Je pense que cela leur permet d'économiser leur énergie. C'est probablement aussi parce que les fourmis commencent à utiliser leur défense mécanique et chimique. Pour le pangolin, cela devient difficile à supporter. Je pense qu'elle est en train de dormir. Là, il faut trouver le chemin de retour. Pas besoin de GPS, on va utiliser les étoiles pour rejoindre la voiture. J'attends Azra, le spécialiste de l'un des serpents les plus redoutables d'Afrique du Sud, qui porte bien son nom, la vipère heurtante. Enchantée. Enchantée de te rencontrer également. C'est quoi une journée normale pour toi sur le terrain? En général, je vérifie chaque jour entre 8 et 15 serpents. Toute seule. Yes. So the main thing we're looking La at principale chose que nous recherchons est la capacité d'adaptation au Kalahari d'un serpent qui chasse à l'affût. Comprendre comment ils ont réussi à s'adapter à un milieu si changeant. Je suis bien contente de t'accompagner. Yeah, it's awesome. Oui, c'est génial de t'avoir avec moi. Ah, c'est comme ça que tu les trouves. Yes, so we're Oui, just gonna on va allumer turn cette this radio radio and et make sure s'assurer that qu'il n'y a the pas de problème et qu'on a réglé la bonne fréquence.
On est proche d'elle. Heads up, we are close to it. Dans cette zone, qu'est-ce qu'elle aimerait bien? Plutôt les herbes, plutôt les buissons ou juste par terre? So it very Ça much dépend donc depends beaucoup on des the conditions weather. météorologiques. So it was a hot Si c'était une journée chaude et ensoleillée, on s'attendrait à ce qu'il soit dans ce genre d'environnement où il y a beaucoup d'ombre. Mais par un temps comme celui que nous avons aujourd'hui, je ne serais pas surprise qu'elle soit dans un de ces buissons. Okay, we like within Nous sommes à moins de 5 mètres. Elle est à 5 mètres. C'est fou parce qu'avant, j'ai marché comme si rien. Et maintenant que je sais qu'il y en a des serpents partout un peu, je regarde bien où je mets mes pieds. It's crazy. C'est incroyable comme ils sont habiles pour disparaître dans la végétation. So I can see the scale. Tiens, regarde les écailles. Tu les vois? Yep. Ah ouais! Mais c'est fou comment elle est mimétique, elle est super bien camouflée. They're one of the- C'est donc l'un des serpents les plus venimeux du pays. Ils sont responsables du deuxième plus grand nombre de morsures de serpents en Afrique du Sud. Ok, tu as choisi un bon sujet d'étude. Exactly. Et c'est quoi qu'il mange en général? C'est quoi sa proie préférée? So they generally Ils se nourrissent généralement de petits mammifères, parfois même de jeunes suricates ou de mangoustes. Ils s'intéresseront aux individus les plus petits et n'opteront pas nécessairement pour quelque chose de grand parce que c'est risqué. Je veux dire que même s'ils veulent manger les bébés, ça peut être dangereux pour eux. Ils sont souvent tués par les mangoustes ou par les suricates qui les attaquent en groupe. Je pense que c'est probablement par ici. Donc oui, je ne reçois pas le signal plus fort ici. C'est là que je le reçois. Ah, il est là. Ça y est, je le vois. Cool. Fais attention en approchant car on est tout près de lui. Parce qu'en plus, ce sont les serpents les plus rapides, c'est ça? Oui, leur frappe est très rapide. Même s'ils sont très lents et qu'ils ne se déplacent pas très vite, ils ont une attaque très, très rapide. Et je pense qu'ils ont aussi l'une des frappes les plus précises. Ok, on va faire à la fin. C'était pas si mal. Tout en douceur. Alors juste un petit avertissement, il sera sur le sol. Reste près de la table et fais attention à tes jambes. Je monte carrément sur la table, pas de soucis. Okay, ready? Oui. So that is the sound of C'est le son d'un serpent très mécontent. snake. Seems to be Ça a l'air de fonctionner, il bouge un peu. Il n'est pas très content. Alors je peux l'assurer en toute sécurité. Wow. So you can Comme tu peux le voir, on l'a sécurisé maintenant. we have him secured now. Wow. He can't Il ne peut pas sortir sa tête par l'autre côté et il ne peut plus se retourner et me frapper. strike me. Ok. So C'est donc le moyen le plus sûr de le manipuler. Bravo. Waouh. Et on peut voir qu'il est encore un peu nerveux quand même, non? Non? he is a little bit nervous. So he's Ouais, il est nerveux, il bouge beaucoup. Tu peux le voir utiliser sa langue pour sentir son entourage et essayer de comprendre ce qui se passe. Mais il n'est pas non plus trop contrarié. C'est comme ça qu'il se repère dans le monde à travers la langue, c'est un chimiorécepteur. Exactement. Ils utilisent leur sens de l'odorat pour comprendre leur environnement. Et la vue, est-ce qu'il a une bonne vue? Ils ont une bonne vue aussi. Ok. C'est impressionnant quand même. Maintenant, on a un animal très venimeux qui est posé sur la table. Tu vois ici qu'il y a une petite ouverture, c'est le cloaque. C'est à la fois l'endroit où les serpents font leurs excréments et également là où leurs organes reproducteurs sont situés. Les serpents ont donc bien une queue qui part du cloaque. C'est que ça, la queue ambrée. Les mâles ont cette longue queue que tu peux voir, qui mesure généralement autour de 12 cm, alors que les femelles ont une queue beaucoup plus courte.
C'est une façon de savoir s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. C'est impressionnant de la toucher, voir la différence entre les écailles d'en bas et d'en haut. Oui, on peut sentir que les écailles du haut sont beaucoup plus rugueuses que celles du dessous, qui sont beaucoup plus lisses, et cela les aide à se déplacer. S'il y avait aussi des écailles rugueuses en dessous, ils seraient beaucoup plus lents qu'ils ne le sont aujourd'hui. Tu essayes donc de l'étendre et de mesurer au mieux du cloaque au bout de la queue. Ok, il faut que je retrouve la cloaque, celle-là. Je sais que tu aimes pas, mais ça va aller vite, promis. 11,7 cm. On va mesurer le corps entier. Waouh, c'est fou, les muscles, comment ils sont. Oui, il est vraiment très musclé. Costaud comme tout. Ok. Donc ça, elle fait 91. C'est un serpent assez long pour cet habitat. Dans d'autres populations et d'autres habitats, il y en a de bien plus grands que cela, et surtout plus lourds. De long, ça peut être un maximum. Nous n'avons donc pas de mesure maximale de longueur ou de poids pour les reptiles en général, car ils ont ce que l'on appelle une croissance indéterminée. Ainsi, tant qu'ils peuvent continuer à se nourrir et à ne pas se faire dévorer, ils peuvent continuer à prendre du poids. Il y a un ralentissement à un moment donné, mais en général, ils peuvent simplement prendre du poids et grandir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas déterminer l'âge d'un serpent, parce que tu pourrais avoir un très gros serpent, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il est plus vieux. Il pourrait s'agir d'un serpent plus jeune qui se porte très bien, et à l'inverse, tu pourrais avoir un petit serpent, mais il se peut qu'il s'agisse simplement d'un très mauvais mangeur. Ok, donc on ne sait pas du tout combien d'années il peut vivre, par exemple. Non, pas dans la nature. Ok. I think this one is especially beautiful. Espérons qu'il soit sage. Je vais juste essayer de bien faire. Tu peux constater qu'il est assez mécontent. Ouais, good job, Azra. J'ai rejoint Elisabeth et Dylan. Nous sommes à la recherche des grands prédateurs de Tuvalu, comme les guépards et les chiens sauvages qu'on appelle les lycaons. Ah yeah, inside the bush. Là, ça doit être la maman. Et les petits Et les petits doivent être par là. Je crois qu'ils sont nés il y a presque un an. Et ils s'y nourrissent tout seuls déjà ou c'est la maman qui gère encore Pas encore. Donc là, c'est la maman qui chasse principalement, mais elle les apprend. Ils aident déjà, tu penses? Je ne sais pas si c'est vraiment une aide, mais... Ok, parce que tu dis quand même, pour Ils nourrir essayent. 3 gros oui. bébés comme ça, il faut chasser en fait. Ici, ils mangent beaucoup de springbok, mais ils mangent aussi des jeunes koudous. J'adore les larmes qui coulent. Ce sont des lunettes, c'est ça? C'est pour le soleil? C'est ça. Donc, les lunettes, oui, ça sert à diminuer la luminosité quand ils sont en train de chasser. Comme ça, ils peuvent mieux voir. Donc, on remarque souvent sur les lions, par exemple, que c'est plus pâle en dessous des yeux. Et ça, c'est pour avoir plus de luminosité la nuit, pour mieux voir quand ils chassent. Et on voit bien qu'ils sont faits pour courir, non? Avec les griffes pas rétractiles, bien accrochées au sol. C'est ça. La queue qui sert de balancier. Oui. Donc la queue, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas ronde. Elle est un peu plate, un peu aplatie. Et comme ça sert comme... Comme gouvernail. Oui, comme gouvernail pour quand ils courent à des vitesses élevées. Ils ont même des poumons et des cœurs proportionnellement plus gros pour vraiment tout viser sur les cardio. C'est ça. Ils ont même le crâne fait pour que l'air circule et pouvoir oxygéner les passages, un maximum. Les naseaux qui sont plus élargis pour permettre plus d'oxygène. Et je me demandais, est-ce qu'ils ont des stratégies différentes, peut-être physiologiques ou comportementales, pour vivre ici dans le Kalahari? Oui, donc normalement, les animaux qui vivent dans des endroits aussi arides comme ça, ils se sont adaptés à ne pas avoir beaucoup d'eau de surface, par exemple. Donc normalement, les espèces qu'on trouverait dans ces zones, ils ne sont pas obligés de boire de l'eau de surface tout le temps. Donc en général, ils arrivent à obtenir assez d'eau dans ce qu'ils mangent. C'était vraiment génial de les avoir croisés. C'est très belle rencontre.
Et ils sont jeunes, ceux-ci? Ils sont nés en mai de l'année dernière, soit un peu moins d'1 an. Le fonctionnement de la meute, c'est qu'il n'y a qu'un mâle et une femelle dominants, ce que nous appelons un mâle alpha et une femelle alpha. Et c'est généralement cette seule femelle qui se reproduit. Il peut arriver qu'une femelle dominée conçoive également et qu'elle ait des petits. Mais normalement, la femelle dominante inhibe ce comportement. Les femelles peuvent avoir jusqu'à 15 ou 16 petits à la fois. Oui, c'est beaucoup de travail. Cette femelle a eu 12 petits. Ils étaient 3 adultes, 2 mâles et une femelle. Et puisqu'elle en a eu 12, ils sont passés d'une petite meute de 3 chiens à une meute de 15 chiens en une nuit. 3 chiens ont réussi à élever 15 ans. Oh, c'est beau ça. Ils sont en train de mendier. Ils veulent que les adultes régurgitent. C'est ce qu'ils vont faire maintenant. Énorme. Ils n'ont pas réussi. Non, je crois pas que ça marche cette fois. Mais ça valait le coup d'essayer. J'adore comment chaque pelage est différent. Oui, donc ils ont vraiment une stratégie à l'opposé complet des guépards. Le guépard, c'est la vitesse, c'est un peu vie en solitaire. Les lycaons, c'est la vie en meute et l'endurance, la coopération, la communication. C'est ça, exactement. Donc les guépards ont vraiment une stratégie où ils sont solitaires, ils chassent tout seuls. C'est comme tu as dit, ils misent tout sur la rapidité et sur leur santé. Donc s'ils se font mal, en général, on va pas dire la fin, mais voilà, ça devient plus compliqué de survivre. Mais oui, les chiens, on voit vraiment les lycaons, on voit vraiment une stratégie différente où ils coopèrent ensemble et ils survivent tous ensemble. Et s'il y en a un qui se fait mal, il peut on va prendre soin de lui. Voilà. Ouais, ils ont bougé, peut-être on peut les suivre. Ouais, allons voir ce qu'ils ont mangé. C'est une bonne idée. Ouais, c'est un koudou. Tu veux goûter? Non, ça va, j'ai déjà mangé ce matin. Oui, mais ils laissent vraiment plus grand-chose. Hein. Ils ont tous les os. Oui, et tu peux sentir le lycaon. On sent l'odeur musquée. C'est typique du lycaon. À quelle fréquence ils doivent chasser pour nourrir un pack de cette taille-là? Avec une meute de cette taille, il y a tellement de chiens qu'ils vont devoir chasser tous les jours. Cela dépend aussi de ce qu'ils chassent. Avec un adulte koudou comme celui-ci, le groupe sera assez bien nourri. Ils iront peut-être chasser demain, ou plus tard dans la journée, ou peut-être pas du tout. Mais s'ils attrapaient des phacochères, ils en chasseraient 2 ou 3 ou 4 par jour, tous les jours. Tout dépend donc du poids de la proie. On les suit? Oui, c'est ça, suivons-les. Tant qu'on ne se fait pas manger. Allez, tu passes en premier. Il n'existe aucun cas confirmé de lycaon ayant tué des gens. Vraiment? On n'est pas assez bon. Pas encore. Il nous regarde quand même, là, avec ce parabole là. Ça, c'est une taille normale de meute? Oui, c'est un groupe de taille normale. Un groupe peut avoir entre 2 et 30 lycaons. Les humains peuvent reproduire l'impact des lycaons en termes de prédation. Mais nous ne pouvons pas reproduire l'impact que ces prédateurs ont sur le comportement de leur proie. Les animaux modifient leur comportement en présence des prédateurs. Ça, c'est l'écologie de la peur. Exactement, l'écologie de la peur. C'est un domaine d'étude de l'écologie assez nouveau. Son but est de déterminer comment les herbivores, pas ceux qui se font tuer, mais ceux qui survivent, modifient leur comportement et l'impact que ça a sur la végétation et tout le reste de l'écosystème. La simple présence d'un prédateur fait toute la différence. Donc juste la présence d'un prédateur peut changer un paysage entier. Après ce voyage dans le désert du Kalahari, j'ai pu constater
que même en menant une vie en communauté, en famille ou solitaire, toutes les espèces doivent leur survie aux autres, car le milieu dans lequel elles évoluent est une grande toile d'araignée biologique où chaque fil, chaque être participe à l'équilibre de la vie.